Alors, pour que, la plupart d'entre vous puissent me situer, alors à côté de ma carrière de vidéaste, j'ai fait des études de relations internationales, sécurité et défense, de manière plus précise, cybersécurité, gestion de crise. Voilà, c'était mon master 1 et mon master 2 avec des spécialisations. J'ai écrit à la fin de mon master 1 un mémoire très conséquent sur l'utilisation de, la religion orthodoxe par Vladimir Poutine comme un outil de soft power. Donc, on n'était déjà pas très loin de l'idée de subversion idéologique, vous allez voir. Mais on voit vraiment ma région phare, ma région de prédilection dans mes études, c'est surtout la Russie. Et autant vous dire qu'en ce moment, il y a du boulot. Donc, ça, c'était mon premier mémoire. Et le deuxième mémoire de la seconde année qui vient de s'achever était consacré à la subversion idéologique menée par le KGB pendant la guerre froide. Et c'est de cela dont je vais vous parler ce soir, parce que c'est un sujet qui est pour moi salutaire. Il faut que les gens puissent le comprendre, car en fait, on subit de la subversion tous les jours sans nous en rendre compte. Je suis sûr qu'au cercle Aristote, il y a des gens qui voient ce genre de choses. Désolé si ma chaise grince un peu. Et je vais pouvoir commencer de suite. Alors, je vais commencer cette présentation par, alors excusez-moi si parfois j'ai tendance à mettre mes mains sur mon ordinateur, j'ai quelques notes. Je vais commencer par une citation d'un auteur que j'apprécie beaucoup et que je vous invite à lire d'ailleurs, qui est un historien américain qui s'appelle Will Durant, et vous allez voir que cette citation va parfaitement résumer le concept de la subversion idéologique. Alors je le cite, une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur que si elle est détruite de l'intérieur. Voilà, pour vous donner une idée, ça va être le fil rouge de notre discussion de ce soir. Alors, tout commence avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne vais pas vous faire un énième cours d'histoire. Vous savez très bien quel est le paradigme à ce moment-là. Deux hyperpuissances, États-Unis d'un côté, modèle démocratique, capitaliste, libéral, et de l'autre, l'URSS, communiste, collectiviste. C'est deux versions du monde qui s'affrontent. Il y a une lutte à la fois politique, économique, culturelle. Il y a même des affrontements au niveau sportif pour qu'il y ait pour qu'on puisse déterminer quelle va être l'hyperpuissance mondiale, qui va être les numéros 1. Alors, dans ce contexte-là, forcément, il y a tout un univers qui est propre à celui de l'espionnage. Je suis sûr que vous-même, vous avez vos références, qu'elles soient cinématographiques, pour moi c'est les James Bond, qu'elles soient littéraires, enfin il y a une image d'Épinal qui s'est formée encore aujourd'hui dans la culture populaire moderne par rapport à tout cet univers de la guerre froide, parce que c'est un moment de l'histoire où on peut rêver car il y a des hommes en costume, il y a des gadgets, il y a des complots, des opérations noires. C'était une époque à la fois feutrée, mais d'extrême violence, ce qui est assez paradoxal parce qu'on utilise beaucoup le terme guerre froide, puisqu'il y avait seulement des affrontements périphériques, comme la guerre du Vietnam, mais aussi la guerre de Corée, mais il n'y avait pas d'affrontement direct à proprement parler. Ce qui est vrai théoriquement, mais ce qui est faux aussi dans la mesure où il y avait des guerres secrètes qui étaient menées entre les différentes agences, donc d'un côté la CIA et de l'autre côté le KGB. Et cette guerre secrète a bien sûr entraîné de la casse des deux côtés, hein, avec tout un tas d'autres idées que l'on développera au cours de la soirée, notamment les agents dormants, la torture ou ce type de pratique. Donc, la subversion idéologique, si je devais la résumer en une phrase, c'est comment détruire une nation de l'intérieur. C'est tout simplement ça. Alors ça, exactement, c'est la subversion idéologique version KGB. Parce que de la subversion, il y en a plusieurs. On le verra, je pense qu'on abordera même après l'émission. Toutes les subversions n'ont pas le même objectif. Mais là, dans la conférence que je vais traiter ce soir, dans le sujet que l'on va aborder, c'est vraiment la subversion idéologique menée par le KGB dans un objectif de destruction de la nation ennemie ou étrangère. Vous voyez ça, la sémantique est à peu près la même pour eux. Mais je ne peux pas vous parler de la subversion idéologique sans aborder la vie d'un homme
qui s'appelle Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov, c'est un ancien agent du KGB qui est passé de l'Est à l'Ouest, et c'est grâce à lui qu'on connaît aussi bien cette méthode de la subversion idéologique. Alors, je vais revenir assez brièvement sur la vie de M. Bezmenov, parce que c'est essentiel de connaître cette dernière pour comprendre la subversion idéologique. Alors, Yuri Bezmenov, il est né en 1939 dans la banlieue de Moscou. Son père était déjà un soldat de l'armée soviétique et il est malheureusement mort sur le terrain. Ce qui fait que Yuri, toute sa vie, enfin toute sa jeunesse, il a développé un profond amour pour la mère patrie, pour l'URSS. À l'âge de 17 ans, il a commencé des études à l'Institut des langues orientales, qui se trouve à la faculté d'histoire et de philosophie de Moscou. Mais il faut comprendre que les facultés à cette époque-là en URSS étaient des facultés d'État, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Donc, quand on faisait ce type d'études, il n'y avait pas 1000 possibilités. C'est soit vous travaillez pour l'État, soit vous travaillez pour l'État. Soit vous êtes journaliste, mais il n'y a pas de journaliste en URSS, on peut aussi se poser la question en France de toute façon, mais c'est soit vous êtes journaliste, soit diplomate ou militaire. Et dans tous les cas, vous êtes un peu espion dans ces trois professions-là parce que vous êtes au service de l'Union soviétique. La question ne se pose même pas. Donc Yuri avait envie de servir la mère patrie et très vite, de par ses qualités intellectuelles et le fait qu'il maîtrisait plusieurs langues, il a été repéré par le KGB, les services de renseignement soviétiques de l'époque, qui l'ont de suite engagé. Et Yuri, sa particularité, en plus de maîtriser les langues et l'histoire, c'est qu'il était très intéressé par la culture indienne. Pour vous donner une petite idée, il arrivait parfois que Yuri aille en cours déguisé en indien. Bon, ce qui en URSS devait forcément attirer l'attention. Donc, le rôle de Yuri, quand il a été au KGB, c'était très simple. Il devait aller en Inde, parce qu'il y avait entre l'Inde et la Russie un partenariat assez solide. C'était deux États alliés, pas amis, puisque dans le jeu des relations internationales, il n'y a pas d'amis, véritablement, il n'y a que des alliés de circonstance, mais là, ça s'expliquait parce que l'URSS, comme l'Inde, voulait empêcher la trop grande émergence de la Chine, et également parce que l'Inde était confrontée au Pakistan, qui s'était rapproché des États-Unis pendant la guerre froide. Donc, c'était des alliés de circonstance et il y avait des partenariats entre les deux pays. Donc, il n'était pas rare qu'il y ait des fonctionnaires soviétiques qui se trouvaient directement en Inde. Et Yuri faisait partie d'eux. Alors, il avait plusieurs missions, c'est un peu obscur parce que on ne sait pas si Yuri il a vraiment aimé travailler au KGB, si au début c'était de son plein chef ou s'il a été en quelque sorte pris dans les rouages d'une machine infernale. Moi, je crois que par contre, il a adhéré au KGB et qu'il a voulu travailler pour eux. C'est après qu'il a commencé à déchanter. Donc, son but là-bas, c'était à la fois de faciliter les relations entre les Indiens et les différents représentants soviétiques, notamment au niveau des raffineries, puisqu'il y avait des raffineries russes qui ont été construites en Inde dans le cadre de partenariats. Et en même temps, il était journaliste pour l'agence de presse Novosti. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, journaliste en URSS, ça n'existe pas vraiment. Donc, en fait, Yuri Bezmenov, à ce moment-là, alors qu'il se trouvait en Inde, il a mené une campagne de subversion idéologique. Et vous comprendrez plus en détail après de quoi il en retourne exactement. Mais au bout d'un moment, Yuri a commencé à développer une haine ou du moins une sorte de mépris à l'égard de l'URSS, car il avait un profond amour pour l'Inde, mais il comprenait bien que ce qu'il faisait dans le cadre de la subversion idéologique, c'était une forme de trahison vers ce pays d'accueil et c'était une idée qui commençait à devenir de plus en plus insupportable. C'est pour cette raison que le 8 février 1970, alors qu'il devait rejoindre deux de ses amis qui allaient au cinéma, Yuri a décidé de se déguiser en hippie. Il a rejoint un groupe de voyageurs occidentaux qui étaient sur place en Inde
puisque vous savez bien que pendant la période de contre-culture américaine et le mouvement hippie, il y avait un intérêt très important pour tout ce qui touchait à l'Inde. Donc, il a rejoint ce groupe et il a réussi à aller au Canada. Il a demandé l'asile politique là-bas et il a dû forcément collaborer avec les services de renseignement occidentaux en leur donnant un certain nombre d'informations pour montrer patte blanche. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qu'on pourrait penser, c'était pas aussi simple que ça de passer de l'Est à l'Ouest. C'était assez compliqué parfois. Donc, il a dû montrer patte blanche. Il a eu l'asile politique au Canada et il s'est fait rappeler Thomas Schumann, puisque sa vie était malgré tout en danger, même si le KGB avait envoyé une note à la CIA pour dire que c'était une personnalité de moindre importance, ce qui n'était bien sûr absolument pas le cas. Alors Yuri, quand il est arrivé au Canada et puis ensuite aux États-Unis à partir des années 80, il ne s'est pas tu. Au contraire, il a beaucoup parlé, il a beaucoup abordé la question du KGB. On était encore en pleine guerre froide. Il y avait vraiment ce qu'on appelle la peur rouge. Les Américains avaient également ce qu'on appelle la peur du doomsday, c'est-à-dire d'un anéantissement par l'arme atomique. Et dans ce contexte-là, Yuri Bezmenov a été invité à plusieurs reprises par des journalistes où il a commencé à expliquer le concept de subversion idéologique, mais c'est vraiment lors d'une conférence en 1986 à Los Angeles où il va expliquer en détail qu'est-ce que c'est que la subversion idéologique. Il a ensuite de nouveau donné des cours au Canada, il a écrit plusieurs livres, notamment Lettres d'amour à l'Amérique, et il est décédé. Alors ça, c'est, si vous voulez, c'est ce qui est un peu étrange dans cette histoire. Il est décédé le 6 janvier 93, des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans. Mais le problème, c'est que c'était un homme qui ne fumait pas, il avait un mode de vie plutôt sain. Donc se pose la question de savoir s'il a été tué par les services soviétiques, par le KGB, notamment avec un poison. On connaît les tactiques, notamment avec le fameux parapluie bulgare. Donc, c'est pas impossible, d'autant plus que le KGB lui avait envoyé un certain nombre de menaces alors qu'il se trouvait aux États-Unis et au Canada. Et il faut comprendre que dans la sémantique russe, il n'y a pas de repos pour les traîtres. C'est à peu près la même idée qu'on retrouve d'ailleurs chez les Iraniens. On l'a vu avec la tentative d'assassinat sur Salman Rushdie. Il n'y a pas, on passe pas l'éponge. Et avec le temps, rien ne s'efface. Donc, on t'aura au bout de 20, 30 ans, 40 ans, c'est pas grave, on sera patient, mais on finira par t'avoir. Donc ça, c'est vraiment une sémantique, c'est une tactique que l'on retrouve aussi bien chez les Iraniens que chez les Juifs aussi, avec le Mossad et également avec forcément les services de renseignement soviétiques. Donc, maintenant que tout ça c'est dit, je vais rentrer dans les détails de la subversion idéologique. La subversion, ce n'est pas un concept qui a été inventé par le KGB. Ça, il faut bien le comprendre. Néanmoins, celle que je vais vous expliciter ce soir, elle est propre au KGB parce que vous allez voir qu'il y a une méthode avec des étapes bien définies. Ce n'est pas quelque chose qui est juste de l'ordre d'une idée remarquable couchée sur le papier. Non, c'est vraiment une tactique qui se déroule sur plusieurs décennies et qui peut avoir des dommages extrêmement importants. Mais attention, la subversion en elle-même, c'est quelque chose qui date du début des relations humaines. Dès qu'il y a eu en fait les balbutiements, on pourrait dire, des relations internationales et des différents rapports de force, il y avait déjà de la subversion idéologique. Alors l'un des auteurs qui a le plus parlé, peut-être l'auteur qui a théorisé même le concept de subversion, c'est Sun Tzu avec l'art de la guerre. Il l'a abordé pour la première fois dans le précepte 10, la stratégie offensive. Je vous lis ce que dit Sun Tzu. Ceux qui sont experts dans l'art de la guerre soumettent l'armée ennemie sans combat. Ils prennent les villes sans donner l'assaut et renversent un État sans opération prolongée. Qu'est-ce qu'il dit en gros Sun Tzu? À partir du moment où il y a une armée
des hommes sur le terrain et une déclaration de guerre, on est déjà allé trop loin dans le processus. C'est pas bon. Il a déjà eu pour lui des erreurs stratégiques qui ont été menées en amont, pardon. La subversion aurait pu être menée beaucoup plus tôt. Et qu'est-ce que c'est la subversion? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'art de détruire la société ennemie de l'intérieur. Alors bien sûr, Sun Tzu n'est pas le seul auteur à avoir plus ou moins explicité le concept de subversion idéologique. Il y a également Machiavel dans Le Prince, parce que oui, Machiavel a écrit Le Prince, c'est le texte qui est le plus connu de Machiavel, mais il a aussi écrit L'art de la guerre. Décidément, les noms de ces textes ne changent pas trop. Et il y a également Clausewitz avec L'art de la guerre, puisqu'il a théorisé le concept de guerre totale qui comprend également un volet qui est propre à la guerre psychologique, à la déstabilisation du pays ennemi avec des méthodes autres que militaires. Mais ceux qui ont poussé l'idée le plus loin, ça reste et ça demeure le KGB. Ce sont eux qui ont vraiment mis en place cette théorie avec des étapes bien définies. Comme l'explique Yuri Bezmenov, il faut comprendre qu'il y a deux types d'États. On a les États dits ouverts, comme les États-Unis. États-Unis ou la plupart des démocraties libérales occidentales. Pourquoi? Car ces dernières reposent sur des principes, liberté de circulation, liberté de mouvement des capitaux, des hommes et des marchandises, liberté d'expression, même si tout ça, ça commence à sentir le roussi dans nos démocraties ou plutôt nos post-démocraties modernes, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des États considérés comme ouverts. C'est-à-dire qu'il est très simple d'inoculer, et on peut utiliser ce terme, d'inoculer des idées néfastes ennemies dans ces États-là. Parce que justement, il n'y a pas de censure qui est pratiquée, rien n'est fait contre cela. Alors on va voir que ce propos est à nuancer, mais du moins, il est très difficile dans les États dits ouverts de mettre en place une contre-subversion idéologique. Donc, on a ces États dits ouverts. Et les États-Unis, forcément, dans la guerre froide, étaient un État ouvert. Et on a ce qu'on appelle les États dits fermés. Ce sont des États où il est très difficile de mettre en place une subversion idéologique, car ils sont isolationnistes. Ils reposent sur certains principes. Alors, il y a le Japon du XVIe siècle, qu'on voit parfaitement dans le film Silence de Martin Scorsese, quand il y avait des missionnaires japonais qui se rendaient au Japon pour convertir la population. C'est soit ils devaient perdre leur dogme, mais ils pouvaient être assimilés complètement, ou alors ils étaient tués. Manu militari, il n'y avait pas 1000 possibilités, c'était binaire. Alors bien sûr, on peut citer l'URSS. Yuri Bezmenov donne l'exemple du magazine Times qui n'était pas accessible à n'importe quel citoyen lambda de l'URSS. Le magazine était présent dans les ambassades occidentales, mais il n'y en avait absolument pas qui pouvaient finir dans la rue parce qu'il y avait un filtrage. Et aujourd'hui, on peut citer la Corée du Nord comme un État dit fermé ou bien l'Iran. Donc ce sont des États, même la Chine d'ailleurs, même si la Chine, vous allez voir que le propos est à nuancer, car la Chine est très inquiète, car elle voit qu'il y a son développement économique et forcément le développement économique a entraîné une libéralisation des mœurs. Moi, je suis de ceux, parce que j'appartiens à l'école de Christopher Lasch, qui part du principe que s'il y a une libéralisation économique d'un État, il y aura forcément une libéralisation politique. Ça suit. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a de cela 40 ans, il n'y avait pas de console de jeux vidéo en Chine. Maintenant, il y en a parce qu'il y a eu un développement économique suffisant, parce qu'il y a eu le développement d'une classe moyenne qui a pu acheter des consoles de jeux et des jeux vidéo. Et forcément, la pratique du jeu vidéo, c'est une libéralisation sociétale. C'est une avancée sociétale, en somme. Il n'y avait pas des jeux vidéo, il y en a, et dans les jeux vidéo, il y a des idées qui sont véhiculées à l'intérieur, alors que ce n'était pas possible à une époque. Je ferme la parenthèse. Donc, tous ces États-là sont des États considérés comme fermés. Alors, donc, dans le cadre de la guerre froide, les États-Unis représentaient une cible de choix puisque c'était un État considéré comme ouvert et à partir de là, tout était possible.
D'autant plus qu'il y avait ce qu'on appelle des agents dormants qui étaient sur place. Qu'est-ce que c'est des agents dormants? Ce sont des individus qui ont prêté allégeance à l'URSS, qui viennent de là-bas et qui s'installent aux États-Unis, qui vivent comme de parfaits petits Américains. Et un jour, s'ils ont une mission, ils vont devoir se réveiller, agents dormants, dans le sens où ils mènent une vie du citoyen lambda américain, et qu'en parallèle, si demain il y a la moindre alerte, ils s'activent pour telle ou telle mission. Donc il y avait des agents dormants aux États-Unis à cette époque-là. Donc, quand est-ce qu'elle a commencé, cette subversion idéologique? En réalité, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas attendu des années. Et maintenant, il faut comprendre que dans la subversion idéologique, il y a plusieurs étapes qu'il convient d'analyser. Tout d'abord, on a l'étape dite de démoralisation, qui dure entre 15 et 25 ans à peu près. Vous allez me dire pourquoi ça dure autant. Eh bien parce que, pour Yuri Bezmenov, c'est le temps nécessaire au renouvellement d'une génération. Imaginez, il y a une génération, la génération A, qui a telle vision du monde, telle façon de penser, qui a certains dogmes, et ces gens-là vont vieillir, ils vont avoir des enfants, et leurs enfants ne vont pas spécifiquement récupérer les mêmes idées, les mêmes dogmes, ni les mêmes croyances. Il va y avoir un renversement des valeurs. C'est ce qu'on voit dans à peu près toutes les structures de société humaine. Il y a constamment une évolution de la pensée, car c'est un peu l'affrontement entre les vieux et les jeunes. C'est avec la contre-culture américaine du mouvement hippie qui se plaçait également dans une confrontation avec les adultes plus traditionnels, conservateurs et croyants. Donc, en fait, il y a un basculement. Et pour Yuri Bezmenov, il convient de viser la jeunesse dans cette étape de démoralisation. Pourquoi? Car si on inocule à cette jeunesse-là des idées qui sont à l'encontre de celles de leurs parents et qui sont proches de celles de l'URSS, notamment du marxisme-léninisme, eh bien, on pourra éventuellement, quand ces gens-là seront au pouvoir, puisque les jeunes d'hier sont après les adultes d'aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a ensuite un basculement qui s'opère. Parce que ces jeunes, avec telle idéologie, vont accéder à des postes de pouvoir et que, à partir de là, leur politique va être liée à leur dogme. En soi, on le voit aujourd'hui avec Sciences Po, les jeunes de Sciences Po en France aujourd'hui sont biberonnés par le wokisme, donc forcément, quand ils auront un âge plus avancé et quand ils auront des postes de pouvoir, ne croyez pas qu'ils vont oublier ces idées-là du jour au lendemain. Donc c'est l'idée que développe Yuri, la démoralisation dure entre 15 et 25 ans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette étape de démoralisation? Eh bien, en somme, elle porte bien son nom, puisqu'il faut démoraliser la société en touchant les structures traditionnelles du pouvoir. En gros, il convient d'abîmer les structures traditionnelles du pouvoir du pays cible. Mais attention, l'URSS ne doit pas créer des problèmes dans l'État cible. Les problèmes doivent être déjà existants. C'est-à-dire que le pays qui met en place la subversion idéologique doit appuyer sur des failles qui sont déjà préexistantes. Je vous donne un exemple. Il y a 3 grands thèmes liés à la démoralisation. On a les structures idéologiques, on a les structures de pouvoir et on a les structures de mode de vie. Par exemple, dans l'idéologie, on retrouve la religion, l'éducation, les médias et la culture. Dans les structures de pouvoir, c'est la loi et l'ordre, la sécurité, la politique intérieure et la politique extérieure. Dans les modes de vie, c'est la famille, la société, la population, les liens entre le travailleur et les ouvriers. Donc, dans l'étape de démoralisation, le but, c'est d'appuyer sur des failles qui sont déjà existantes. Par exemple, si on prend la religion, le but, c'est de la tourner le plus possible en dérision, de rendre la religion ridicule. Pourquoi aux États-Unis? C'est simple, parce qu'aux États-Unis, il y a une liberté d'expression totale, ce qui permet également une liberté de culte.
et également une liberté dans la création de cultes. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous avez des milliers d'églises qui sont des dérivés du protestantisme. Donc le but, c'est d'appuyer sur des cultes, des sectes ou des groupes de contre-culture qui vont mettre en difficulté la religion traditionnelle, donc le protestantisme de base. Ensuite, il y a l'éducation. Le but de l'éducation, c'est de rendre une génération ignare, idiote. Mais dans le cadre de Yuri Bezmenov et de la subversion idéologique menée par le KGB, le but, c'est d'inoculer dans la tête des jeunes le marxisme-léninisme. Mais attention, les jeunes n'étaient pas intéressés par le marxisme-léninisme parce que l'URSS avait déjà appuyé sur ça. Ça avait déjà commencé avant. Et ça, c'est Alan Bloom qui le démontre dans L'âme des armées, où il explique qu'à partir des années 70, il y a eu un nihilisme qui s'est développé dans la société américaine et que certains jeunes se sont tournés vers le communisme. Donc le but, c'est d'appuyer sur ces jeunes-là. Alors ensuite, il y a, par exemple, alors je ne vais pas tous vous les citer parce que ça prendrait un temps fou, mais au niveau de la loi et l'ordre, le but, c'est de tourner le policier en dérision pour que les citoyens n'aient plus peur du policier. C'est le développement de films où les policiers sont toujours ridicules, obèses et pas efficaces dans leur travail, alors que le loupard est toujours fringant. Ça, c'est les films avec James Dean. Au niveau de la sécurité, c'est de corrompre les différents services, de les rendre également moins efficaces, d'essayer qu'il y ait des coupures budgétaires. Au niveau de la santé, c'est appuyer sur, par exemple, l'émergence du fast-food, puisqu'on sait très bien que les États-Unis avaient déjà cette problématique du fast-food, donc l'URSS a tout intérêt à miser sur le développement des fast-food, car ça rend une population obèse et forcément, c'est pas sain dans une société, puisqu'il y a des... après, ça développe des maladies, des comorbidités, etc. Créer des antagonismes dans la société. Bref, tout ça, toutes les structures de pouvoir doivent être attaquées par l'URSS, ou du moins, elle doit appuyer sur les failles. Comme je vous ai dit, c'est un jeu d'équilibristes. Ils ne peuvent pas, dans l'étape de démoralisation, aller trop loin. Ils ne peuvent pas directement mener des actions, mais il convient de repérer toutes les failles du pays cible afin de mieux les repérer et ensuite de rentrer dans la deuxième phase. En gros, on va commencer à abîmer les structures de pouvoir. Imaginez qu'un État, c'est un temple avec de magnifiques colonnes. Plus on va s'attaquer aux colonnes, plus le temple a de chances de s'effondrer. Donc, dans l'étape de démoralisation, on va gratter les colonnes. Ça va prendre 15 à 25 ans, mais on va les gratter. On va créer en soi des secousses, des mini-secousses qui vont affaiblir la structure. C'est à peine perceptible par l'État qui subit la subversion idéologique. C'est-à-dire que la grande, comment on pourrait dire, le caractère particulièrement machiavélique de la subversion idéologique, c'est que c'est très difficile pour les services de renseignement du pays qui subit la subversion de pouvoir se rendre compte qu'ils sont en train de subir de la subversion idéologique. Car c'est à peine perceptible, vu que l'État qui la met en place, la dite subversion, ne mène pas des actions clairement visibles. En fait, les services de renseignement savent déjà qu'ils ont des problèmes dans leur société, mais ils ne peuvent pas faire plus. Ce sont les pouvoirs publics et puis qui doivent régler ce genre de problème. Et puis, il faut comprendre également qu'il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu. Les dogmes d'une population, leur degré d'unification. Il y a tout un tas de paramètres qui peuvent différer en fonction du pays cible. Donc, ensuite, quand on a fait cette étape de démoralisation qui est extrêmement importante parce qu'elle est à la base, cette étape de démoralisation, on arrive dans l'étape numéro 2, dite de déstabilisation.